L'article 42.7 du traité sur l'Union européenne est une clause juridiquement contraignante sur la défense mutuelle. Si un membre de l'Union européenne est victime d'une agression armée, les autres sont tenus de lui porter assistance par tous les moyens en leur pouvoir. Par tous les moyens en leur pouvoir, autrement dit par tous les moyens possibles. Ils se déclenchent unilatéralement. Autrement dit, accepter un pays en guerre dans l'Union européenne signifie accepter l'obligation de se battre pour lui. Ce n'est même pas le paragraphe 5 de l'accord de l'OTAN. Il me semble que c'est encore plus précis et plus contraignant. La seule chose qui manque, c'est qu'il n'y a pas les États-Unis d'Amérique. Un pays en guerre est invité à rejoindre une alliance dont le statut prévoit l'obligation de se battre pour chacun de ses membres. Et cela signifie, le jour où l'Ukraine deviendra membre de l'Union européenne, toute l'Union européenne, selon sa propre loi, volontairement par sa signature, assumera l'obligation d'entrer en guerre contre la Russie par tous les moyens en son pouvoir. Le coût de la question ukrainienne, ce sont les chiffres vérifiés, pas des rumeurs, avant l'adhésion, n'est-ce pas ? L'Union européenne a déjà approuvé 90 milliards, dont 30 milliards d'euros, donc même un peu plus qu'en dollars, pour le budget de l'Ukraine, enfin, pour le budget de l'Ukraine, pas pour la guerre, et 60 milliards pour la guerre. La Commission européenne estime le déficit de financement pour 2026-2027 à environ 136 milliards et le FMI à 137 milliards. Je veux tout de suite vous dire, tout de suite. À chaque fois qu'ils évaluent quelque chose, multiplié par 2, donc ça fait probablement autour de 250 à 300 milliards d'euros, maintenant additionnés. Après avoir brisé la résistance de plusieurs pays d'Europe de l'Est qui ne voulaient qu'on n'allait pas payer, surtout la Hongrie, si vous vous souvenez. L'Union européenne a décidé d'intégrer l'Ukraine comme membre à part entière de son organisation, avec toutes les conséquences qui en découlent. L'intégration prendra du temps. D'accord. Voyons ce que cela signifie. En réalité, il n'y a pas de meilleur moyen de secouer l'Europe que de la plonger dans la guerre. Eh bien, c'est clair, oui, on peut résoudre plusieurs problèmes en même temps. Premièrement, après cela, il sera impossible de savoir qui a volé combien. Il sera impossible de savoir quelles erreurs ont été faites, et cela permet aussi d'éliminer les éléments indésirables. Et c'est là que ça devient intéressant. Pour certains, l'élément indésirable, c'est ceux qui s'opposent à l'islamisation de l'Europe, c'est-à-dire donc la droite. Et pour d'autres, les éléments indésirables, ce sont justement ces musulmans qui ont envahi l'Europe en grand nombre et qui donc créent des États dans l'État, comme on dit. Avec leurs lois, la charia et tout le reste. Peu importe qui dirige ce mouvement vers la guerre, c'est leur chance de résoudre certains de leurs problèmes de cette manière intéressante. Parce que là-bas, 2, 8, 14, 36 millions de personnes sont mortes. Qui cela a-t-il jamais inquiété ? Ce n'était qu'un chiffre, non ? Et 136. Qui cela a-t-il inquiété ? Regardons. Donc sur les traités de l'Union européenne, ainsi que sur le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Eh bien, beaucoup consultent le point A et pas le point B. Mot à mot. Qu'est-ce qui est dit ? Si un État membre devient victime d'une agression armée sur son territoire, c'est-à-dire que quelqu'un est entré sur son territoire de manière agressive, eh bien c'est la Russie, sur le territoire de l'Ukraine. N'est-ce pas ? Les autres États membres de l'Union européenne sont tenus de lui apporter aide et assistance à tout moment. Comme je l'ai dit, par tous les moyens possibles. Et cela s'applique, c'est écrit là, conformément à l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Donc, il renvoie à cela. Maintenant, il faut lire la Charte des Nations Unies pour comprendre ce qu'il voulait vraiment dire. C'est-à-dire que les Européens lient juridiquement leur obligation interne de se défendre mutuellement au droit mondial à la légitime défense. Dans l'ONU, il est écrit « mondial », donc c'est mondial. C'est-à-dire que dans l'article 51, la Charte des Nations Unies reconnaît un droit facultatif de se défendre. Dans l'article 47, paragraphe 7 de l'Union européenne, cela devient une obligation automatique d'entrer en guerre. Le droit se transforme en piège. Ils ont pris et remplacé ce qui était écrit dans la charte de l'ONU par ce qui leur plaisait davantage. Au moment précis où une partie belligérante rejoint l'Alliance. Ils sont obligés, c'est « shall have an obligation » pour que ce soit clair, d'accord ? Ils ne peuvent pas et n'examineront pas.
Et en rejoignant une partie belligérante dans une alliance, cela signifie immédiatement accepter l'obligation de l'aider par tous les moyens, y compris dans la guerre. Vous comprenez que si l'Ukraine rejoint l'Union européenne, les pays membres deviennent automatiquement impliqués dans le conflit, c'est-à-dire qu'ils entreraient dans la Troisième Guerre mondiale, pour être clair, d'accord ? Afin que cela soit appelé la Troisième Guerre mondiale. Ce ne sont pas seulement des signes, elle ne devient pas simplement possible, elle est déjà en cours, messieurs. C'est bien cela, la Troisième Guerre mondiale. Vous pensez sûrement qu'ils n'ont même pas lu leur propre charte, n'est-ce pas ? Pourquoi crient-ils qu'il est interdit de faire quoi que ce soit pour éviter, Dieu nous en préserve, la Troisième Guerre mondiale, alors qu'eux-mêmes votent pour la déclencher ? Il faudrait quand même essayer de comprendre tout ça, n'est-ce pas ? Je parle bien de nous, vous et moi, n'est-ce pas ? Essayons de comprendre, parce que c'est un peu n'importe quoi, non ? J'espère que vous avez compris ce que j'ai dit. L'Union européenne s'apprête à accueillir l'Ukraine en guerre dans son union, ce qui signifie que, selon la charte, il y a l'obligation de se défendre mutuellement contre toute attaque. Les dirigeants de l'Union européenne ont souvent affirmé que la Russie avait attaqué l'Ukraine. C'est-à-dire que l'adhésion à l'Union européenne, ou l'implication de l'Union européenne dans cette situation, signifie une guerre entre l'Europe et la Russie. Vous ne trouvez pas qu'ils sont complètement devenus fous ? Ou bien il y a autre chose ici ? Bon, essayons. Nous allons commencer de loin. Et, en quelque sorte, avec un événement qui n'a pas de lien direct avec cette décision catastrophique à l'échelle mondiale. Nous allons commencer par le fait que, les soi-disant leaders de l'opposition russe, enfin de l'opposition en exil, oui, certains sont partis, d'autres ont été expulsés, d'autres encore autre chose, qui vivent de subventions et de dons. Certains reçoivent de la CIA, d'autres de la fondation Soros, d'autres du gouvernement ukrainien, parfois même de la Russie. Eh bien, ils se sont disputés, comme on dit, non pas à mort, mais pour l'alcool. Souffrance, donc souffrance. Против узурпатора. Ils s'accusent de mutuellement en disant que l'autre camp, ou les autres camps, n'ont pas assez souffert. Je rappelle que certains d'entre eux sont justement financés par cet usurpateur, ce qui leur permet de mener une existence plutôt aisée. Mais tu n'as pas assez souffert à cause de lui, ou moins que ce qu'il faudrait. Donc on t'a enrôlé, oui, moi aussi, mais plus tard. Donc tu es impuissant, oui, depuis longtemps, 3 ans, et moi, seulement 1 an et demi. Et donc j'affirme qu'entre le Kremlin, qui ne quitte pas la terre d'autrui, et le restaurant parisien, c'est là que tout cela s'est passé, où 2 chefs de l'opposition se sont disputés dans un bureau à Bruxelles où l'on compte les milliards des autres et où l'on se moque du nombre de millions de personnes qui mourront. Ce lien n'est pas un hasard. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer comment tout cela fonctionne de l'intérieur et ce que tout cela signifie. Pourquoi ils se battent tous. Dans la prochaine demi-heure, je vais vous raconter, vous expliquer, vous présenter 6 nouvelles complètement différentes à première vue, et vous verrez de vos propres yeux que ce ne sont pas 6 nouvelles. C'est un seul et même fil. Une ficelle qui se débat ou qui s'étire, et ainsi de suite. Commençons par quelque chose de grand, d'accord ? Le processus de paix entre la Russie et l'Ukraine est en pause. Et cette pause est d'une nature particulière. L'Ukraine a respecté toutes les attentes diplomatiques. Elle essaie passer de la page 18 à la page 19 et a commencé. Elle a approuvé avec l'Union européenne un document de 22 points. Elle l'a transmis aux États-Unis. Elle l'a transmis au Kremlin avec une proposition. Finissons-en. Et en réponse, ce que l'on appelle dans une société décente un refus, en russe intraduisible, cela se dit plus brièvement. Donc en gros, ils l'ont envoyé balader et ainsi de suite. Le Kremlin a déclaré qu'il ne partirait pas tant qu'il n'aurait pas ce qu'il veut. Et l'Ukraine a dit « tant que vous ne partirez pas, eh bien, et ainsi de suite ». Oui, 2 peuples qui, encore dans la mémoire des vivants, se marièrent dans les mêmes églises. Avant, ils enterraient leurs proches dans les mêmes cimetières. Aujourd'hui, ils ne partagent même plus une table. Ils ne feraient rien ensemble, même pas s'asseoir dans le même champ. Cela dit, je ne dis pas qu'ils refusent de la paix. Ils ne peuvent pas se mettre d'accord. Ce sont 2 choses différentes. La différence est cruciale. Pourquoi ne peuvent-ils pas ? Souvenez-vous de cette question. Nous y reviendrons encore et encore, comme un refrain, parce qu'il n'y a qu'une seule réponse à cette question.
Et c'est aussi la réponse à tout le reste. D'ailleurs, tout ce dont ils ont besoin, c'est de trouver un ennemi commun. Ils se mettront donc vite d'accord, par exemple en désignant les Juifs comme ennemis. Frappe le Juif, sauve l'Ukraine. Ce slogan sera aussi compréhensible pour les Russes. Je pense qu'ils comprendront vite, d'ailleurs ils l'ont déjà compris depuis longtemps. En attendant, une simple prévision. Et elle est plus cynique qu'on ne le voudrait. Très probablement, rien ne changera avant novembre. Je parle des élections américaines. Parce que pour trop de participants à ce drame, la guerre n'est pas une tragédie qu'il faut arrêter. La guerre, c'est une carte. Parfois dans le jeu de quelqu'un d'autre. Qui se joue selon le calendrier de quelqu'un d'autre. Et les gens qui meurent sur cette carte ou à cause de cette carte dans ce calendrier, personne ne les prend en compte. Peut-être seulement un fourou assis dans la Maison Blanche à Washington. C'est comme ça qu'ils l'appellent, un fou. Et ils le considèrent comme fou. Y compris le fait que, pour une raison qu'ils ne comprennent pas, il veut empêcher qu'on tue plus d'Ukrainiens. Qu'est-ce que ça peut bien lui faire, hein ? Les chefs ukrainiens l'affirment eux-mêmes et on ne les a pas encore tous tués. Et en Russie, on dit. Pourquoi se soucie-t-il des Russes ? Ici, quelqu'un est venu de Russie, là-bas il est ses morts. En quoi ça le concerne ? Et il pense sûrement qu'il y a un certain intérêt. Parce que sans intérêt, nous, les capitalistes, ne faisons déjà plus rien, n'est-ce pas ? Mais ils ne comprennent pas cet intérêt. Et c'est pourquoi ils le considèrent aussi comme un fou. Position ? Значит, Donc l'opposition pourrait être comme ça. Avancer une proposition constructive. Je parle de la Russie et de l'Ukraine, d'accord ? L'opposition se présente. Et ils disent, voilà, nous nous sommes unis à l'étranger. Ces idiots ne peuvent pas se mettre d'accord entre eux. Mais nous proposons ceci. Mais ils ont complètement autre chose en tête. Dès qu'ils feront une proposition. Alors certains d'entre eux peuvent commencer. Ou cesser de recevoir des subventions. C'est-à-dire, dès que je détermine ma position, quelqu'un arrêtera immédiatement de me verser une subvention. Parce qu'ils diront « C'est ça que tu veux ?» Et si tu dis ça, on te dira « Surtout pas ça, n'est-ce pas ?» Mais les subventions sont en nombre limité. S'il obtient la subvention, quelqu'un d'autre ne l'aura pas. Donc c'est très simple. Il faut couler et encore couler le concurrent. Et surtout, ne jamais exprimer son propre avis. Compris. Il faut chanter exactement ce que le bailleur veut entendre. Et rien d'autre. Quelle proposition ? De quoi discuter ? Quelle proposition ? Nous, on doit gagner de l'argent. Comme l'a dit Vladimir Vladimirovitch quand il travaillait au Len Soviet. En tant qu'assistant du maire, il m'a dit qu'il fallait faire de l'argent. Des gens qui, apparemment, ont tout. Pour être ensemble. Un ennemi commun. Un ennemi commun. Pour l'instant, je ne parle pas de l'ennemi juif. Oui, un malheur commun. Des peines de prison partagées dans le passé. Et alors ? Garry Kasparov et Vladimir Kara-Murza. Au fait, Kasparov, il me semble qu'il n'a pas fait de prison. Non, il n'a pas fait de prison. 2 figures. Et Aboukov, peut-être qu'il a fait 2 semaines pour hooliganisme. 2 figures qu'on mettait encore récemment côte à côte sur les affiches. Ils se sont disputés. Eh bien, vraiment, personnellement. Kara-Murza a quitté le comité anti-guerre, leur disant qu'il n'apporte pas de propositions, seulement des opinions, et qu'ils se disputent. Il a affirmé ne pas pouvoir être sur le même terrain ou dans les mêmes toilettes que Kasparov. Je comprends tout à fait cela. Eh bien du genre, je ne jouerai pas dans le même bac à sable parce que ce garçon pète avec une odeur vraiment désagréable. Ce qui est en fait vrai. Oui, c'est vrai. Voilà. Et d'après les récits, tout a commencé par une dispute dans un restaurant parisien où l'un a reproché à l'autre de ne pas avoir assez fait de prison. Et apparemment, ils n'ont pas fait ça sous l'effet de l'alcool. Parce que, enfin, du moins, d'après ce que je comprends, le champion du monde n'est pas vraiment un buveur. Là-bas. Il goûte juste un peu et c'est tout. Pour Kara-Murza, je ne sais pas. J'espère qu'il boit un peu. Après ça, on a envie de dire qu'ils n'ont tous les deux pas assez fait de prison. Au fait, je rappelle que Garrick, s'il a été en détention quelque part, c'était en assignation à résidence chez sa mère. Et c'est sa mère qui l'y mettait, pas quelqu'un d'autre. En gros, pas du tout, à mon avis. Oui, c'est vraiment bien de vivre dans ce monde. Réfléchissez à cette phrase. Des gens unis par la lutte contre la tyrannie se comparent entre eux. Qui a été le plus opprimé ? C'est un peu comme s'ils se montraient des médailles. L'ancien a plus de médailles ou Souslov a plus de médailles. Le service russe The Moscow News ou Moscow Times écrit à ce sujet. L'immigration est active et absolument inefficace. Belle phrase. L'immigration est active mais totalement inefficace. Ils courent partout sans rien faire.
Tout le monde s'est disputé et s'accuse de cupidité, trahison, vol de subventions occidentales. Hein? Voilà, du vol, il m'a volé une subvention. N'est-ce pas? Le plus désagréable, c'est que ces accusations sont généralement justifiées. Essayons encore une fois. Je suis en colère et désagréable. Je m'excuse, je n'ai pas pu me retenir. Je le redis, ils s'accusent mutuellement à juste titre. Ce n'est pas seulement ce couple. Cela concerne probablement tous les leaders de la soi-disant coalition anti-Poutine, de l'opposition, de la pseudo-opposition que je connais. Je ne sais pas, ils savent tous les uns sur les autres qu'ils sont tous des traîtres, sans exception. Oui, des voleurs de subventions occidentales et rien d'autre. À part la rapidité, c'est-à-dire leur capacité à courir et à s'emparer d'une subvention. Rien d'autre, ils ne font absolument rien. Quand je dis traîtres, messieurs, je ne parle pas de traîtres à la Russie ou à la patrie. Ce sont des traîtres par nature, certains selon le Moscow Times, d'autres selon d'autres sources. Une partie un peu, d'après ma propre expérience. Et de nombreux autres médias dépendants en ont également parlé. Une partie de ces médias, tout comme ceux-ci, comme les bénéficiaires de subventions, dépend de Soros, une autre partie de la CIA et une autre de Poutine. Oui, et j'ai oublié, il y en a aussi certains qui dépendent de Zelensky. C'est pour ça qu'ils crient si fort qu'ils sont indépendants. Jack London écrivait déjà à ce sujet autrefois. N'est-ce pas? Ou Jack London, oui. Voilà, quand une personne crie « Je suis très honnête, surveillez vos poches s'il crie ça toutes les 30 secondes ». Maintenant, leur indépendance, c'est surtout utiliser l'argent des subventions pour s'offrir du champagne ou se payer des prostituées. Voilà ce qu'est l'indépendance, l'un ou l'autre. Mais pour le reste, ils sont dépendants sur tous les plans. Parce que, et ici je veux que vous m'écoutiez très attentivement, la plupart d'entre eux répondent vraiment à une demande extérieure. On les paie, ils parlent. Celui qui paie change, leurs discours changent aussi. Ce ne sont pas des combattants, mais des voix à louer, comme un chien qui n'aboie que sur ordre de son maître. Et il se tait quand le maître dit « tais-toi ». Eh bien, il s'est tu tout de suite. Vous vous souvenez de l'histoire, par exemple, avec Ilarionov, n'est-ce pas? Il a fait une double pirouette et un demi-tour en l'air en 1 seconde, puis a dit l'inverse de ce qu'il disait avant. Auparavant, en affirmant qu'il n'avait jamais changé d'avis. Jamais, pour rien au monde, non. Pourquoi? Je vois. Pourquoi? Et tout de suite, il a commencé à salir tous ces gens qu'il appelait ses amis toute sa vie. Bon, je comprends, après t'être vendu corps et âme, ce n'est plus une vie. C'est déjà autre chose. Donc il avait raison à propos du reste de sa vie, non? Il était ami avec eux. Et après que la vie libre a pris fin, ils sont juste devenus des sujets qu'on t'a dit d'aboyer dessus. Eh bien, quelque chose comme ça. Et vous pensez qu'il est le seul comme ça? Oui? Je l'ai pris juste parce qu'il m'est venu à l'esprit. Je peux en citer encore 10 noms de famille. Je pense que, il y en a au moins 1 ou 2 autres que vous connaissez aussi. Reliez ces 2 images. Russie et Ukraine ne s'accordent pas sur la paix, Kasparov et Kara-Murza sur la lutte contre un ennemi commun. Ces histoires paraissent opposées. Non. Non, allons plus loin. Pourquoi? Parce qu'aucun d'entre eux, ni ceux qui sont à Moscou et à Kiev, ni ceux qui traînent en Europe et en Amérique, n'ont de vision du monde. Ils n'ont pas de fondement. Ou plutôt, non. Pas une vision du monde. Un fondement. Il n'y a pas de réponse à une question qui est plus ancienne que la politique. Qu'est-ce que le bien? Qu'est-ce que le mal? Voilà ce que je dis. Celui-ci, je le défends, et celui-là, et je dirai ceci. L'un a attaqué l'autre. Quand Hitler a affronté Staline, l'un a attaqué l'autre. Donc ce qui est à eux ou à quelqu'un d'autre, ils ne le savent pas. Où est la limite qu'il ne faut pas franchir? Pour rien. Ils n'ont pas de principe. Et là où il n'y a pas de principe, il ne reste plus que 3 moteurs. Les vieilles, l'argent, le pouvoir, le confort. Chacun tire de son côté, le cygne, l'écrevisse et, pardonnez l'expression, le brochet. Pas parce que tu as raison, mais parce que c'est plus chaud, plus nourrissant, plus agréable pour l'amour-propre. Et puis, tu as été accepté dans la société à laquelle tu voulais appartenir. Et tu ne veux en aucun cas être exclu de cette société, n'est-ce pas? Voilà pourquoi il n'y a aucun leader parmi eux. Un leader, ce n'est pas celui qui tient le micro. Un leader, c'est celui qui a la carte du terrain quand il y a du brouillard autour. Et eux, ils n'ont pas de carte. Ils ont une boussole, oui, ils ont une boussole, mais elle pointe toujours vers leur propre poche, nulle part ailleurs. Elle indique l'endroit de la poche. C'est le moment idéal pour se rappeler de ceux dont nous parlons souvent, avec vous.
Nicolas Berdyaev, dans La philosophie de l'inégalité, n'a pas vraiment prévenu. Lorsque la société perd la probabilité spirituelle, la verticalité, elle ne devient pas plus libre. Elle se désagrège en une lutte d'égoïsme. À la place de la personne, il reste une masse qui lutte contre elle-même. C'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui. André Galambas a passé toute sa vie à prouver que chaque personne possède une propriété primaire, sa vie, ses pensées ou sa volonté. Et que la civilisation commence précisément au moment où je reconnais que la propriété d'autrui ne m'appartient pas, mais lui appartient à lui ou à elle. Je ne peux rien en faire parce qu'elle lui appartient. Hillel Agadol, ou pour ainsi dire, Hillel le grand philosophe juif de Babylone, 100 ans avant Jésus-Christ, a résumé tout cela en une seule phrase que vous connaissez. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Et ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse, il existe plusieurs variantes de cette phrase. Détestable reste la traduction la plus proche de l'hébreu et de l'araméen. Ainsi, les personnes que je viens de décrire n'ont ni la verticalité de Berdyaev, ni le principe de Galambas, ni la règle de Hillel. Et c'est pourquoi ils sont condamnés à se disputer, non pas par malveillance, non, mais simplement par leur nature. C'est leur nature, vous savez, comme ce serpent, oui, qui a mordu la tortue pendant qu'il traversait une rivière agitée. Si tu n'as pas volé au travail, alors tu as volé à ta famille. Voilà leur principal trait. Attire l'ombre du diable sur toi, sinon si tu n'as pas le temps, ce sont tes potes qui l'attireront. On a promis à l'Ukraine l'adhésion à l'Union européenne. On invite un pays en guerre à rejoindre une union dont les statuts prévoient l'obligation de se battre pour chaque membre. Pourquoi ? Donc reprenons encore une fois. Cela signifie que le jour où l'Ukraine deviendra membre de l'Union européenne, selon sa propre loi, volontairement par sa propre signature, l'Europe assumera l'obligation d'entrer en guerre contre la Russie par tous les moyens dont elle dispose. Eh bien, passons maintenant à l'introduction. Comme on dit, la réponse était toute simple. Lorsqu'un pays adhère à l'Union européenne, il signe les conditions de la restructuration de certains secteurs. C'est directement inscrit dans le traité d'adhésion. Et c'est là la raison de tout ce remue-ménage. Un exemple, pour que vous ne pensiez pas que j'invente. Protocole numéro 8 sur la restructuration de l'industrie sidérurgique polonaise. Quand la Pologne a-t-elle adhéré ? La Pologne a autorisé un soutien temporaire de l'État à la métallurgie, mais uniquement à condition que le programme soit lié à la réduction des capacités de production en Pologne. À la réduction des capacités de production. En échange de l'adhésion, le pays a accepté de réduire sa production d'acier, comme précisé dans le contrat à Pavelov. Maintenant, l'interdiction de l'aide d'État. Article 107. Cela signifie qu'ils achèvent le secteur même après l'adhésion, comme ce fut le cas pour les chantiers navals polonais à Gdynia et Szczecin. Après l'adhésion, l'État continuait par habitude à soutenir ces chantiers navals avec de l'argent. En novembre 2008, la Commission européenne a jugé ce soutien de l'État illégal. Les chantiers navals devaient se conformer aux règles du marché unique et la Commission a exigé le remboursement de l'argent avec intérêt. En d'autres termes, le chantier naval devait rembourser l'argent déjà dépensé pour les ouvriers grâce à ses capacités de production. Eh bien, ce système en Pologne n'était pas encore très bien rodé, n'est-ce pas ? Bien sûr, les chantiers navals ne pouvaient pas rendre l'argent. Leurs actifs ont été saisis et vendus aux enchères au prix du marché. À votre avis, qui les a achetés ? La Pologne a adopté une loi spéciale sur les procédures de liquidation. Ainsi, l'une des plus grandes industries de construction navale d'Europe de l'Est a été démantelée, au grand plaisir des concurrents d'Europe de l'Ouest. Remarquez la mécanique. Personne ne vous a forcé à signer quoi que ce soit sur la concurrence, on a simplement interdit à l'État d'aider ce secteur qui n'était pas encore mature en passant à l'Ouest. Et sans cette aide, elle n'aurait pas survécu à la concurrence avec les acteurs occidentaux déjà bien établis. Le résultat est le même, mais juridiquement, tout est très propre. Mais comment ça, vous avez aidé, c'était avec notre argent, et nous, on ne permet pas ça, c'est la loi chez nous. Voilà, en principe, vous avez signé cette loi. Oui, on l'a signée. Un autre mécanisme est sans le plafond de production, tout simplement remarquable. C'est-à-dire, tu produis 100, mais on ne te dit pas, non, tu ne peux pas en faire plus de 3. Tu demandes, comment ça ? On te répond, plus de 3, ce n'est pas possible. Ah, tu as signé ici.
Aux nouveaux membres, on a attribué des quotas de production à leur adhésion, par exemple pour le lait et le sucre. C'est-à-dire que les subventions directes aux agriculteurs des nouveaux pays étaient d'abord plus basses que celles des anciens. Introduites sur 10 ans, les agriculteurs français recevaient la subvention au taux plein, alors que les Polonais n'en percevaient qu'une partie. On dit à votre agriculteur de ne pas produire plus d'une certaine quantité de lait ou de sucre, alors qu'à l'agriculteur occidental, on dit de produire. On ne lui dit pas « produis autant que tu veux ». L'UE n'oblige pas à signer quoi que ce soit sur la concurrence, ils agissent de façon plus subtile. Ils intègrent dans le traité d'adhésion l'obligation de réduire les capacités, puis ils interdisent à l'État de sauver son secteur et fixent des quotas. Voilà. Concernant l'Ukraine, inutile de spéculer. Le processus est déjà en cours. En pleine guerre avant même toute adhésion. Des précédents du passé, des réponses, pour ainsi dire, sont déjà appliquées. Je vais analyser les deux secteurs les plus puissants. Donc, l'acier est une copie exacte du scénario polonais, déjà en cours. Historiquement, l'Ukraine est l'un des leaders mondiaux dans la métallurgie. Il y a le cuivre, Metinvest, Kryvorichstal, et son principal marché, c'est l'Europe. Qu'est-ce qu'on lui fait déjà maintenant? On interdit à l'Ukraine de vendre de l'acier en Europe. Ou plutôt, c'est possible, mais à peine. Pas plus que ce que Bruxelles autorise. Voilà, juste un peu. L'acier ukrainien est étouffé par ceux qui promettent accueil et soutien. Il en va de même pour le blé et l'agroalimentaire. Ici, il y a même eu une révolte ouverte de l'Ukraine, une superpuissance agricole. Sa puissance a déclenché le premier vrai conflit entre les anciens amis. Le blé ukrainien bon marché a fait baisser les prix. La Pologne, la Hongrie, la Slovaquie et la Bulgarie ont imposé des interdictions. Des interdictions sur quoi? Sur l'importation de produits agricoles ukrainiens. Les agriculteurs polonais ont bloqué 260 routes avec leurs tracteurs. Autrement dit, il était impossible d'entrer. La conclusion pour les produits agricoles est claire. L'UE ne peut intégrer les villages ukrainiens à égalité sans ruiner les agriculteurs occidentaux et le budget. Donc cela veut dire qu'on peut ruiner l'Ukraine, mais pas les pays occidentaux. Pourquoi? Parce qu'elle est salée nouvelle et on va lui donner beaucoup d'argent pour qu'elle se taise. Donc l'Ukraine devra faire face à de longues périodes de transition, des quotas, des subventions réduites, exactement comme les nouveaux membres en 2004, mais en plus strict. Pourquoi? Parce que l'Ukraine est plus grande. Donc plus le secteur ukrainien est fort, plus il sera certainement écrasé. Un secteur faible serait laissé librement, il ne représente pas une menace. Mais l'acier, le blé et bien d'autres choses restent trop compétitifs. C'est pour cela que ces secteurs subissent des droits de douane, des quotas et des plafonds. On invite l'Ukraine dans la maison, mais on ferme à clé 2 pièces où elle est vraiment forte. Selon l'article donc, comment il s'appelle, 48 oui, l'Europe était prête à s'engager à se battre pour l'Ukraine, à verser son sang pour elle, mais pas à la laisser accéder au marché. Parce que si l'industrie ukrainienne commence à concurrencer localement, la vieille Europe aura du mal à s'en sortir. C'est-à-dire mourir pour le marché commun, pas de problème, mais gagner de l'argent sur le marché commun, pas question. Ils sont tenus de nous défendre, mais ils ne nous laisseront pas concurrencer. Voilà, si l'UE avait un principe unique, il serait soit un marché libre pour tous, alors laissez entrer le métal ukrainien et les céréales ukrainiennes, soit on protège les nôtres, alors ne nous invitez pas à nous battre pour l'Union. Mais l'UE garde les deux principes selon la situation. Là où cela profite fortement à l'Occident, il y a la protection du marché. Là où c'est politiquement avantageux, il y a la solidarité. Il n'y a pas de principe, seulement la commodité du moment. L'Ukrainien paiera cela 2 fois, par son sang au front et par la porte fermée du marché, pour lequel on l'a justement appelé à ce front. Et voici ma version, qui repose en grande partie sur des faits réels. L'adhésion revient à enfermer l'Ukraine dans une cage réglementaire. Accepter dans l'UE signifie obliger le pays à adopter 83 000 pages de règlements, interdiction des aides d'État, normes écologiques, standards du travail et de l'environnement, quotas, et cela fait grimper le coût de production ukrainien au niveau européen. Cela retire la seule arme permettant à une Ukraine libre et moins réglementée de surpasser l'Allemagne. L'énergie bon marché, la main-d'œuvre qualifiée à bas prix, une faible régulation sont une menace pour l'Occident. L'Allemagne d'aujourd'hui le ressent déjà. L'Allemagne est en train de se désindustrialiser elle-même. L'énergie pour l'industrie est 2 fois plus chère qu'aux États-Unis et 50% plus chère qu'en Chine. Bass ferme ses usines.
Le modèle gaz russe bon marché plus exportation coûteuse s'est effondré. La production va déjà vers des pays à main-d'œuvre moins chère et réglementation plus souple. Imaginez maintenant à côté une Ukraine reconstruite à partir de zéro. Énergie nucléaire, gaz, titane, lithium, terres rares, ingénieurs talentueux, salaire bas, régulation minimale. Eh bien, je ne sais même pas comment appeler ça le Mexique américain. L'Amérique américaine, Dieu seul sait, un aimant qui aspirerait le reste de l'industrie allemande et française. Il y a beaucoup de personnes âgées à nourrir. Pour les producteurs occidentaux, c'est une peur réelle, pas une fantaisie. L'alternative de marché américaine existe déjà grâce à l'accord entre les États-Unis et l'Ukraine sur les minéraux. C'est précisément un mécanisme de restauration basé sur le marché, un fonds alimenté par des capitaux privés, le droit de premier refus pour les investisseurs américains et 150 millions comme amorce pour mobiliser des fonds privés. Et attention, les juristes soulignent directement un conflit avec les règles de l'Union européenne. Le droit de premier refus pour les Américains contredit l'exigence de l'UE concernant un accès neutre et non discriminatoire au marché. C'est curieux que l'Ukraine signe maintenant l'inverse de ce qu'elle avait signé avec l'Amérique. Il a fallu inclure dans le texte une réserve précisant que l'accord ne contredit pas les engagements liés à l'adhésion à l'UE. Deux modèles de reconstruction s'opposent, l'américain basé sur les accords, le capital privé, la déréglementation, et l'européen axé sur la réglementation et le contrôle. Mais pour cela, ils sont prêts à promettre de se battre, les Européens, mais seulement à condition d'aller avec nous, pas avec l'Amérique, avec nous. Sinon, nous ferons faillite. Nous allons nous battre pour toi, nous allons te donner beaucoup d'argent maintenant, 100 milliards, 150 milliards, mais ne viens pas nous faire concurrence. L'adhésion à l'Union européenne est justement l'instrument qui, à l'avance, impose à l'Ukraine cette sorte de cage de règles et étouffe son avantage concurrentiel. Tant que le modèle de marché américain n'en a pas fait un géant à faible coût juste à la frontière. On ne peut pas le prouver. La conséquence est évidente, exactement comme je l'ai décrite. Et ici, un principe résonne comme une sentence. Si l'UE croyait vraiment au libre marché, une Ukraine forte serait un cadeau. Des composants bon marché, de la croissance, de la concurrence, mais il l'étouffe. Vraiment, il l'étouffe. Donc, en parole, marché libre, en réalité, protection des siens. De la concurrence, de tout ce que vous voulez, c'est le même double standard qu'avec l'article 42.7. On nous appelle à mourir pour le marché commun, mais on ne nous laisse pas y gagner de l'argent. Mon Dieu, je n'affirme pas que c'est un complot, je parle d'autre chose, que c'est en réalité plus effrayant qu'un complot. La machine même de l'adhésion est conçue de telle sorte qu'elle enferme l'Ukraine dans une cage de règles, juste avant que le marché libre n'ait eu le temps de la rendre forte, pour qu'à Dieu ne plaise, l'Ukraine ne reprenne vie. Personne ne signe d'ordre, c'est juste que cela profite à tous les acteurs occidentaux, et ceux qui décident n'ont pas de principe qui pourrait les arrêter. Et enfin le point le plus subtil, Israël comme s'il venait d'un tout autre pays, et les élections en Israël, et il se passe ce qui devrait étonner, mais qui ne surprend presque plus. Dans les affaires intérieures de ce petit pays, tout le monde s'en mêle en même temps. Une partie du Parti démocrate américain, les structures de l'Union européenne et la Russie. La Russie qui, selon les rapports, essaie de soudoyer, de corrompre et de convaincre les électeurs russophones en Israël de ne pas voter pour le Premier ministre actuel et son favori. Et ces trois-là ont soudainement un objectif commun, écarter une seule personne. Mais pourquoi lui précisément ? Appelons les choses par leur nom, parce qu'il aide le pire de tous. Un mal pour la Russie, pour l'Ukraine, pour l'Union européenne, pour les mondialistes et pour les progressistes. Et aussi pour, je ne sais pas comment il s'appelle, celui qui s'occupe du climat, le climatologue, excusez-moi l'expression. Trump. Et c'est pour ça qu'on le déteste à Moscou. Et si, parmi une partie de l'émigration ukrainienne aux États-Unis et dans les bureaux bruxellois, ceux qui ne peuvent jamais se mettre d'accord entre eux trouvent instantanément un terrain d'entente dès qu'il s'agit de décider qui faire tomber. D'abord Trump, puis Youriev. Tout le monde se mettra vite d'accord. Voici le dernier coup de pinceau à notre portrait. Sans principe commun, des personnes ou forces ne peuvent rien construire ensemble. Mais elles savent très bien détruire quelque chose ensemble. La création exige une carte. La destruction, c'est un marteau. Il suffit d'une haine commune. Rassemblons tout ce que nous venons de voir dans une seule main.
La Russie et l'Ukraine qui ne peuvent pas se réconcilier, Kasparov, Karamurza qui ne peuvent pas travailler ensemble, les réfugiés qui ne savent pas où fuir. Le Kremlin invente ses propres chiffres. Ils trompent tout le monde, combien ils ont et quoi. L'Europe qui prive ses propres infirmières et s'engage à faire la guerre. Tout le monde fait pression sur Israël en même temps. Une seule raison, personne n'a de principe. Sans principe, pas de leader. Il n'y a que ceux qui vont là où il y a de l'argent, du fric, du pouvoir ou simplement ce qui est familier et agréable. Les gens sans principe ne savent que se disputer et détruire. Il s'avère que même les ennemis se soutiennent les uns les autres. Les alliances s'effondrent, même d'anciens amis se rebellent déjà. C'est notre époque résumée en une seule phrase. Et maintenant que vous l'avez vue, vous ne pourrez plus faire comme si vous ne l'aviez pas vue. Dans chaque nouvelle qui suivra, vous reconnaîtrez les mêmes choses, les mêmes traits, le même schéma. Mais j'ai promis au début que je ne finirai pas sur une note de peur. Ce tableau sombre a un revers très lumineux. Il y a un revers très lumineux. Contrairement à la lune, dont la face cachée, dit-on « je ne l'ai pas vue moi-même », n'est pas chaleureuse. Si tout ce qui s'effondre sous vos yeux s'effondre pour une seule raison, alors cela peut être soigné par un seul remède. Ni sans réforme, ni un nouveau chef avec un micro puissant ne sont la solution. La vision du monde est un principe, à partir duquel on peut vérifier chaque décision sans attendre qu'elle s'effondre. Et ce principe n'a pas besoin d'être inventé. Il a été découvert depuis longtemps et attend simplement d'être adopté. Hillel nous a donné une règle. Ne fais pas à autrui ce que tu détestes qu'on te fasse. Galambus a expliqué pourquoi ce n'est pas un simple vœu pieux, mais une loi sur laquelle repose notre civilisation. Ma vie, ma pensée, ma volonté, c'est ma propriété. Et la tienne, c'est la tienne. Si tu ne t'immisces pas et ne portes pas atteinte à la mienne, je ne porterai pas atteinte à la tienne. Berdyaev disait que la liberté, ce n'est pas une foule d'égaux, mais la dignité de chaque personne individuelle. Eh bien, excusez-moi bien sûr, mais encore 2 citations, pour ainsi dire, soyez indulgents avec moi. Milton a dit il y a 400 ans, laissez la vérité et le mensonge s'affronter dans un débat ouvert, et qui a jamais vu la vérité perdre. Eh bien, pour ainsi dire, dans un débat ouvert, etc. Mill y a ajouté ce dernier point. La seule limite dont un homme libre a besoin, c'est de ne pas nuire à autrui, et pour le reste, vis ta vie. Eh bien, vous comprenez, vous voyez que tout cela, en général, c'est la même chose, juste exprimé avec des mots différents. Voici votre carte. Eux, ils ne l'ont pas, mais vous, j'espère vraiment qu'après ces 30 minutes, vous l'avez déjà. Et c'est là notre avantage. Parce qu'une personne qui a une carte ne panique pas dans le brouillard, elle ne court pas à l'aveuglette, elle ne vend pas sa voix pour une subvention, elle ne cautionne pas la guerre des autres, elle ne fait pas pression avec la foule sur celui que la foule a ordonné de ne pas aimer. Il tient bon parce qu'il n'est plus une foule, il est un individu, il reste calme parce qu'il sait où il en est. Il comprend que toute proposition, toute loi, toute idée, pour la réalisation de laquelle il faut prendre quelque chose à quelqu'un sans sa permission, est une mauvaise idée, une mauvaise loi. Et nous, ceux qui le comprennent, nous insisterons pour que cela n'arrive pas. Même si on enlève à une seule personne, nous ferons du bien à 1 million. De toute façon, c'est une mauvaise idée parce qu'elle nous mènera exactement là où nous sommes maintenant. Parce qu'on fait un pas dans cette direction, puis encore un petit pas, puis encore un tout petit pas, tout à fait justifié. Et cela mène au vol, au banditisme, à la tromperie et à l'absence totale de compte à rendre des autorités que nous voyons actuellement chez nous aux États-Unis. D'ailleurs, je pense que c'est bien pire et plus répandu dans d'autres pays du monde. Un monde qui se dispute finira tôt ou tard par se lasser de se disputer, et alors ce n'est pas le plus bruyant qui gagnera, mais celui qui a la carte en main. Je veux que ce soit vous. C'est pour cela que je fais ce que je fais. Parmi les choses immédiates, nous sommes déjà à la fin, ne cédez pas aux tentatives de Poutine, les démocrates de l'Union européenne, de détacher Israël de l'Amérique. Aujourd'hui, la coalition de Netanyahou doit tenir bon. Ukrainiens, vous comprenez que si on vous donne autant de milliards d'euros, c'est pour quelque chose. Ils veulent quelque chose de vous. Et savez-vous ce qu'ils veulent de vous? Ukrainiens, on vous propose tellement d'argent. Je le sais parce que je ne voterai jamais pour cette montagne de fromage qu'on vous propose complètement gratuitement.
Les Européens, ne voyez-vous pas qu'on vous pousse vers une guerre mondiale? Et pourquoi avez-vous besoin de ça? Et à qui cela profite-t-il? Peut-être que c'est nécessaire à ceux à qui tu as confié le pouvoir, et maintenant ils doivent dissimuler les preuves. Ou peut-être que c'est nécessaire à la Chine. Accepter l'Ukraine dans l'Union européenne en pleine guerre impliquerait automatiquement l'Europe. Mais pourquoi entrer en guerre? Pourquoi? Ce serait la mort pour l'Europe dans tous les sens du terme. Et il ne s'agit pas du fait que la Russie vous vaincra, vous êtes 550 millions d'habitants, ce serait comme la mort. Ou bien est-ce que cela signifie que tous les problèmes que vous aurez maintenant ne seront pas à cause de la Russie, mais reviendront à la guerre, et non à cause de ces sales créatures qui vous ont fait tout cela, et de ces salauds qui disaient qu'ils protégèrent les pauvres en prenant aux riches? Eh bien, vous êtes des sales types partout en Europe. Qu'en penses-tu? Ils ont payé, et ils ont déjà amené l'Europe à un état où c'est pratiquement un continent fini. Peut-être, mais il y aura vraiment énormément de sang à cause de ça, seulement j'ai peur qu'après ce bain de sang, ce soit encore pire. Tu peux aussi voir que de grandes civilisations ont disparu avant même l'apparition de la civilisation européenne, et maintenant, selon les mêmes lois, elles sombrent de la même manière. Si pour vous il est important non seulement de connaître les nouvelles, mais aussi de comprendre le mécanisme qui se cache derrière, j'ai 2 chemins à vous proposer, je vous demande, comme on dit, d'aller vérifier les 2. Donc cette chaîne est mon analyse quotidienne, chaque jour au moins une vidéo, souvent une deuxième, parfois une interview comme deuxième vidéo sur d'autres chaînes, des actualités et de l'analyse. Pour tous ceux qui veulent voir le tableau, comme on dit, derrière le titre, abonnez-vous ici pour ne rien manquer. Car comme vous l'avez vu aujourd'hui, chaque élément lié ou manquant modifie tout. Activez la cloche à fond. Si vous aimez réfléchir en profondeur, rejoignez la feuille de route vers la liberté, une chaîne séparée. 2 fois par semaine, nous y analysons les événements en profondeur jusqu'à la base fondamentale. Qu'est-ce que la propriété, la liberté, pourquoi certaines unions échouent-elles et comment construit-on celles qui durent des siècles? C'est pour quelques-uns, mais il me semble que vous pourriez en faire partie. Si vous avez écouté jusqu'au bout, vous pourriez en faire partie. Abonnez-vous aux 2, à l'un pour savoir ce qui se passe et à l'autre pour comprendre pourquoi. Et ensemble, ils donnent ce qu'aucun des héros de notre histoire n'a aujourd'hui, une vision complète. Prenez soin de vous et préservez votre capacité à penser par vous-même. C'est quelque chose d'incroyablement rare et précieux sur Terre. Au revoir, à bientôt, et j'espère que vous passerez une excellente journée.